Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour vous présenter les résultats d'un travail que j'ai supervisé, qui était le travail de thèse de Julie Bergot et Pierre Ferrier, qui a porté justement sur l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité du diclofénac topique dans le traitement de l'arthrose du genou. Donc c'était une revue systématique et une méta-analyse à partir donc, de la méthode justement REB. Et donc j'en profite pour remercier bien sûr la rédaction d'Exercer, et particulièrement du coup Xavier de m'avoir convié pour cette session. Quelques mots du coup d'introduction. Pourquoi on s'est questionné donc sur la gonarthrose. Donc l'arthrose, effectivement, ça a une pathologie relativement prévalente, entre 1,6 à 15% du coup des personnes entre 45 et 75 ans en France. Et donc là, ça entraîne un retentissement avec douleur, raideur, impotence fonctionnelle, parfois déformation. Et donc la gonarthrose est l'articulation qui est la plus fréquemment touchée au niveau des membres inférieurs. Comme l'avait indiqué justement Rémi là, sur la méta-analyse du JAMA, il y a déjà des niveaux de preuve du coup, sur donc, la place des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le traitement du coup, justement talgique de l'arthrose. Néanmoins, il y a des effets indésirables qui sont potentiellement du coup, graves, cardiovasculaires, gastro-intestinaux et rénaux, et un risque aussi d'interaction médicamenteuse qui n'est pas négligeable. C'est pour ça effectivement que de plus en plus, du coup, il y a une place pour les INS par voie topique transcutanée. Et donc c'est maintenant donc recommandé en première intention, vous l'avez vu sur les différentes sociétés savantes, que ce soit du coup américaines, internationales du coup, ou françaises, ils sont recommandés en première intention. Et ça représente donc une consommation de 22 millions de boîtes vendues en France en 2022, dont 16 millions rien que pour le diclofénac. Les méta-analyses existantes, du coup, retrouvaient donc déjà une supériorité du diclofénac topique versus placebo dans la gonarthrose, mais avaient tendance à utiliser parfois des critères indirects ou parfois du coup à mélanger différents critères de jugement. Et l'évaluation du niveau de preuve était donc celle de Grade qu'a présenté justement Rémi en préambule, qui donc ne tenait pas, qui incluait également du coup les essais à haut risque de biais. Donc l'objectif de ce travail, c'était donc de pouvoir justement donc évaluer la sécurité et l'efficacité du diclofénac en tenant compte donc justement de la méthode REB, en faisant donc d'abord une revue systématique de la littérature, ensuite du coup une méta-analyse quand c'était possible du coup au niveau des critères de jugement définis donc a priori, ensuite une évaluation du risque de biais de publication, puisqu'on le verra, c'est ce qui aussi est tenu compte dans l'évaluation du niveau de preuve dans le cadre de REB, pour finalement du coup arriver donc à une gradation du coup avec un niveau de confiance du coup comme vous l'expliquait Rémi. Pour ça donc on a rédigé donc des équations de recherche en partenariat avec Nathalie Pinol-Domenech, qui est la bibliothécaire universitaire avec laquelle on travaille à Clermont-Ferrand, en utilisant donc les termes mesh osteoarthritis and anti-inflammatory agent non steroidal et puis administration topical. Nous avons utilisé 3 bases de données, les bases du coup Medline via PubMed, Cochrane et Embase. Les critères d'inclusion, donc nous avons utilisé effectivement donc, des essais contrôlés randomisés. La population, donc c'était celle donc, de la gonarthrose, l'intervention, le diclofénac topique, le comparateur, donc le placebo, et donc des critères d'efficacité et de sécurité. Nous avons donc déposé le protocole de cette recherche sur la base de Prospero, et donc nous avons lancé l'équation de recherche au 1er mars 2023. Nous avons abouti à 2463 articles donc, identifiés, après élimination des doublons, revue, donc protocole et réponse clinique Cochrane. Nous avons donc abouti à 1975 articles qui ont été triés, d'abord effectivement sur le titre, et ensuite avec lecture du coup des abstracts, pour aboutir à donc 13 essais cliniques randomisés qui ont été sélectionnés. À chaque fois, nous avons donc extrait différents types de données, aussi bien sur les critères d'inclusion, le nombre de sujets, la formulation et la fréquence d'administration du traitement, les critères de jugement principaux, les résultats avec leur intervalle de confiance et les événements indésirables qui étaient rapportés. Nous avons du coup commencé par faire une évaluation donc, des risques de biais pour chaque critère de jugement principal pour les 13 essais cliniques randomisés. Donc cette évaluation a été faite donc en aveugle, donc par les deux thésards, et s'il y avait discordance, donc c'était donc moi-même qui arbitrais du coup pour arriver à consensus. Donc comme vous disait du coup Rémi, donc les risques de biais, on évalue donc les risques de biais qui peuvent être liés au processus de randomisation, qui peuvent être liés aux déviations par rapport au protocole qui était défini, à la gestion des données manquantes, à la mesure du résultat ou à la sélection des résultats rapportés. Au final, nous avons exclu donc 5 essais cliniques du coup, qui étaient soit à risque de biais élevé ou à risque de biais intermédiaire, pour aboutir à 8 essais cliniques randomisés à faible risque de biais. Pour la méta-analyse, nous avons utilisé le logiciel Revman de la Cochrane,
Et donc pour l'efficacité, donc les critères de jugement principaux qui étaient donc retrouvés, c'était donc la douleur à 4 et 12 semaines évaluée avec l'index de WOMAC, je vous le présenterai juste après, et l'impotence fonctionnelle à 12 semaines également évaluée avec donc une sous-dimension de cet index. Pour la sécurité, nous avons du coup étudié donc justement les effets indésirables qui étaient rapportés dans le cadre des essais cliniques inclus. Donc l'index de WOMAC, c'est donc une échelle qui est validée de manière internationale pour l'évaluation clinique de l'arthrose, qui se compose d'un auto-questionnaire de 24 questions, avec un score donc de 0 à 4 pour chacune des questions, 0 donc pas de gêne, 4 une gêne très sévère. Et donc il y a 3 sous-dimensions, une donc qui concerne la douleur, avec 5 questions, et donc un score qui est possible entre 0 et 20 points, donc plus effectivement donc on est proche de 20, plus effectivement le retentissement en termes de douleur est important. Il y a donc une sous-dimension qui évalue l'impotence fonctionnelle, cette fois-ci avec 17 questions, toujours du coup scoré entre 0 à 4, et donc un score de 0 à 68 points. Et donc pareil, plus on est proche de 68, plus l'impotence est importante. Et ensuite, du coup, un score de raideur avec 2 questions, et donc un score entre 0 et 8. Donc sur le premier critère donc, de l'efficacité de la douleur à 4 semaines, nous avions en fait initialement 3 essais cliniques randomisés qui évaluaient ce critère-là. Un essai clinique randomisé n'évaluait du coup les données que de manière graphique, donc nous n'avons pas pu extraire du coup les données numériques. Et un autre de ces essais cliniques proposait un risque alpha à 10%, donc nous avons considéré effectivement, comme le précisait Rémi, qu'il y avait un risque de faux positif qui était donc trop important, et donc pareil, nous ne l'avons pas du coup considéré pour pouvoir l'inclure dans la méta-analyse, et donc nous n'avons qu'un seul essai clinique, donc finalement de confirmation qui était positif, et donc pas de méta-analyse qui soit du coup possible pour ce critère-là. Pour le deuxième critère, donc justement sur l'efficacité de la douleur, donc cette fois-ci à 12 semaines, cette fois-ci, effectivement, donc, nous avions donc 2 essais cliniques du coup, pour lesquels nous avions donc, à faible risque de biais, comme vous le voyez donc, là avec les pictos effectivement, et les différents domaines donc, de risque de biais. Et donc ces 2 essais cliniques du coup, étaient donc, confirmatoires et donc, dans le même sens et concluaient donc, à une supériorité en faveur justement donc, du diclofénac avec une diminution donc, sur le score douleur du WOMAC de moins 1,49. Et donc ça, ce sont donc, ce qu'on appelle la SMD, donc la différence moyenne standardisée. Sur le critère donc, de l'impotence fonctionnelle du coup, à 12 semaines, de la même façon, il y avait donc 2 essais cliniques randomisés du coup, qui étudiaient donc, ce critère. Et de la même façon, ces 2 essais étaient du coup positifs, avec donc, forcément une méta-analyse qui était positive également, et une diminution donc, de moins 4,98 de manière moyenne standardisée sur donc, ce score du coup, d'impotence fonctionnelle. Par rapport à la sécurité, donc nous avons étudié tous les effets indésirables qui étaient rapportés donc, dans le cadre de ces 8 ECR du coup, à faible risque de biais. Ressortaient donc des effets indésirables d'ordre cutané, avec de l'érythème, prurite, sécheresse, des effets du coup gastro-intestinaux, avec donc nausées, vomissements, constipation, diarrhée, dyspepsie, douleur abdominale, parfois méléna, généraux, avec des maux de tête, infectieux, avec donc plutôt des atteintes du coup, des voies respiratoires hautes, et rénaux, avec donc, des paramètres qui étaient surtout mesurés à partir d'éléments biologie sanguine ou urinaire. Et cardiovasculaire, avec donc, des paramètres qui étaient plutôt évalués en termes de paramètres, tension, fréquence cardiaque ou modification électrocardiographique. Globalement, il n'y avait pas de surrisque global d'événements indésirables du coup, entre les 2 groupes. L'analyse en sous-groupe retrouve des résultats significatifs pour certains effets indésirables, notamment cutanés, avec du coup donc moins d'érythème dans le groupe justement du coup diclofénac et plus de sécheresse dans le groupe diclofénac. Ensuite, du coup, pour évaluer donc justement le niveau de preuve, nous avons procédé à une évaluation du risque de biais de publication. Habituellement, on peut le faire du coup à partir de ce qu'on appelle un funnel plot, donc qui permet effectivement de voir justement s'il y a des essais a priori qui n'auraient pas été inclus par rapport justement à ce type de figure, et avec le test d'Eger comme le précisait Rémi. Mais ce type du coup d'analyse est plutôt applicable quand on a plus de 10 essais cliniques randomisés, ce qui n'était pas le cas ici. Nous avons du coup utilisé donc, plutôt la méthode de la recherche donc, dans les registres, et donc nous avons étudié donc, le site Clinical Trials pour rechercher les essais cliniques qui n'auraient pas été du coup inclus dans notre revue systématique, avec donc la recherche donc, des mêmes mots-clés finalement qu'on avait utilisés donc, dans la recherche bibliographique initiale. Au total, nous avons du coup retrouvé donc 60 études, dont 3 ECR du coup non publiés qui correspondaient à notre PICO. 3 essais du coup cliniques randomisés qui évaluent la douleur du coup à 4 semaines.
donc pour lequel effectivement on verra ça aura un impact sur l'évaluation aussi donc, du niveau de preuve. Nous n'avons pas retrouvé donc, d'essai clinique randomisé qui évaluait donc, le critère impotence fonctionnelle à 12 semaines, ni celui de la douleur à 12 semaines. Ce qui nous permet du coup avec ces éléments-là de pouvoir justement donc, grader le niveau de preuve. Donc pour le premier critère, donc sur la douleur du coup à 4 semaines. Donc là vous revoyez les éléments qu'a présenté Rémi tout à l'heure. La première étape est donc de pouvoir identifier le nombre d'ECR qui sont concluants. Donc dans ce cadre-là, on avait un seul ECR qui était concluant et qui était donc positif. Il n'y a pas pu avoir effectivement donc de méta-analyse de réaliser. Il existait, comme on l'a montré juste avant, donc un biais de publication. Et donc on concluait donc à un signal pour ce critère-là. Pour le critère de gradation du niveau de preuve sur la douleur à 12 semaines, nous avions du coup donc 2 essais de confirmation qui étaient donc tous les deux donc positifs avec une méta-analyse qui était positive. Il n'y avait pas d'hétérogénéité entre ces donc 2 études et pas d'études qui étaient retrouvées donc lors de la recherche sur Clinical Trials qui pouvaient faire penser à un biais de publication. Donc nous aboutissons à un niveau de preuve solide pour ce critère-là. Pour l'impotence fonctionnelle du coup à 12 semaines, les résultats sont similaires. Donc 2 ECR du coup au confirmatoire positif, une méta-analyse du coup positive, pas d'hétérogénéité ni de biais de publication suspecté, donc une preuve solide également pour ce critère-là. Donc en conclusion, nous avons retrouvé donc à la suite de cette revue systématique et méta-analyse une supériorité statistiquement significative du diclofénac topique versus donc placebo dans le traitement donc de la gonarthrose, avec donc une amélioration de la douleur donc à 12 semaines et de l'impotence fonctionnelle à 12 semaines avec un niveau de preuve solide et une réduction de la douleur à 4 semaines avec un signal seulement. Les données effectivement du coup non publiées par rapport à ce critère-là étaient d'ailleurs plutôt en faveur du coup de la supériorité du diclofénac. En ce qui concerne du coup la sécurité, donc un profil plutôt de bonne tolérance avec peu d'effets indésirables, aucun effet indésirable grave, une diminution du coup des rougeurs locales et une augmentation de la sécheresse cutanée avec le diclofénac. Pour discuter donc des résultats de ce travail, donc nous avons suivi du coup la méthodologie rigoureuse du coup qui est recommandée pour les revues systématiques et méta-analyses, avec donc dépôt de notre protocole de recherche dans la registre Prospero. La recherche bibliographique a été faite à l'aide du coup d'une bibliothécaire universitaire du coup qui est aguerrie à cette méthode. Nous avons utilisé donc la ROB2 pour l'évaluation du risque de biais pour chacun des critères de jugement. La méta-analyse a été faite donc avec le logiciel Revman de la Cochrane. Nous avons utilisé donc la méthode REB pour la gradation du niveau de preuve et du coup Prisma donc pour le report donc des résultats. Contrairement effectivement du coup à d'autres méta-analyses, nous avons été du coup rigoureux dans justement les critères du coup que nous avons méta-analysés ensemble en prenant des critères strictement identiques, aussi bien du coup en termes de définition que du coup de temps du coup d'évaluation de ces critères. Et les résultats donc, sont plutôt concordants avec les autres méta-analyses en fait, qui avaient été publiées antérieurement. En termes de limites, donc nous avons interrogé effectivement les 3 bases de données principales, mais nous n'en avons pas interrogé d'autres. Il peut y avoir peut-être une sous-estimation du biais de publication sur du coup, d'autres études effectivement, qui n'auraient pas été publiées, qui n'auraient pas été du coup, enregistrées dans le registre Clinical Trials. Et donc le fait d'avoir conservé des critères de jugement évalués du coup, à des temps du coup, similaires et du coup, de la même façon a pu donc limiter le nombre du coup, de CR que nous avons pu inclure dans la méta-analyse. Et il arrivait parfois effectivement que suivant les études, la présentation du diclofénac diffère, aussi bien en termes de galénique, parfois c'était des gels, parfois des solutions, parfois des emplâtres, en termes de concentration, entre 1 et 3% suivant les études, et en termes de posologie, 2 à 4 fois par jour. Et il y avait parfois effectivement aussi des excipients, des vecteurs pour améliorer du coup la pénétration. Mais on a considéré effectivement que ça restait du coup de l'ordre du placebo puisque ça avait déjà été évalué du coup dans d'autres essais cliniques randomisés et a priori non, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux. Donc on a retrouvé a priori donc une efficacité du diclofénac, donc on avait vu sur la douleur et sur l'impotence. On peut après effectivement se questionner, discuter sur la pertinence clinique. Pour la douleur, on a vu qu'il y avait une amélioration de moins 1,49 sur 20 points sur du coup l'échelle du coup MAC donc, par rapport à la douleur et une diminution de moins de 4,98 sur une échelle effectivement de 68 points par rapport à l'impotence fonctionnelle. Donc effectivement cette pertinence clinique est à discuter du coup aussi avec le patient et puis à l'appréciation de chacun d'entre nous. Au niveau du profil de sécurité, donc plutôt effectivement rassurant.
Et donc justement, c'est ce que va présenter Élodie aussi après. On voit bien effectivement que même si a priori on a plutôt confiance du coup dans ces résultats, en termes du coup de pertinence clinique, ça vaut effectivement du coup aussi l'intérêt de pouvoir présenter ces résultats au patient pour pouvoir discuter avec lui aussi de est-ce que pour lui effectivement ça paraît de manière du coup en termes d'impact du coup pertinent et significatif du coup pour prescrire ou dispenser ou s'automédiquer avec le traitement. Pour pouvoir élargir aussi du coup au niveau de la discussion, il paraît important de prendre aussi en compte l'aspect du coup environnemental, puisqu'effectivement la part du coup de l'achat de médicaments représente à peu près du coup un tiers du coup des émissions de CO2 du coup de notre système de santé, avec un objectif justement de réduction de 80% d'ici du coup 2050. De là prendre aussi l'impact du coup au niveau du coup justement de l'environnement avec l'index du coup PBT qui évalue du coup la persistance, la bioaccumulation et la toxicité. Et donc ça, effectivement, on l'avait recherché pour le diclofénac et actuellement, donc, il manque de données. Donc des études complémentaires seraient nécessaires. Et aussi, du coup, le point de vue économique, puisqu'effectivement, il peut exister aussi d'autres thérapeutiques du coup, non médicamenteuses, sans forcément coût du coup, pour l'assurance maladie, qui peuvent du coup aussi être recommandées en première intention et qui peuvent également avoir des co-bénéfices. Et là, je pense effectivement à tout ce qui est activité physique, du coup, accompagnement aussi à la perte du poids, qui peuvent avoir leur intérêt dans la gonarthrose. Donc on voit bien effectivement que tout l'intérêt de pouvoir aboutir du coup à une décision partagée justement avec le patient pour du coup une prescription qui soit plus raisonnée et qui prenne en compte justement cette balance efficacité-sécurité, le coût et l'impact environnemental. Et donc pour ça justement, vous pourrez vous appuyer probablement très rapidement sur le site du coup justement d'ESID qui va présenter justement ces données d'efficacité et de sécurité auprès justement des praticiens, que ce soit effectivement du coup n'importe quel type de professionnel de santé, mais aussi auprès du patient. Élodie vous en dira du coup un peu plus juste après. Je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour, Théo Duguet, Sorbonne Université. J'ai une question et c'est sur la méthode REB du coup aussi en général. Là, comme vous le montrez, vu qu'au final vous êtes assez strict dans l'inclusion des études, vous n'en avez pas suffisamment pour pouvoir faire un funnel plot et savoir est-ce qu'il y a eu des biais de publication. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant de faire des analyses sur des funnel plots en incluant toutes les études, y compris celles que vous avez retirées à cause de biais, parce que ça aura quand même ça vous permettra de construire un funnel plot et d'avoir quand même une estimation de savoir s'il y a un biais de publication, vu qu'en théorie, ça ne devrait pas impacter les biais internes à l'étude sur le fait qu'elles sont publiées ou pas derrière, sur le côté où elles se mettront dans le funnel plot. Rémi, je te laisse peut-être répondre sur cet aspect-là. Vous m'entendez ? Ouais. C'est une super remarque méthodologique. Effectivement, ça pourrait être vu comme ça. Il y aura un REB 2 qui va bientôt sortir, parce que les méthodes, elles progressent, et on va tout à fait aller dans ce sens-là. Sachant que le funnel plot est très décrié, et c'est vraiment assez grossier, et qu'il vaut mieux regarder les registres aujourd'hui. Quand on veut chercher un biais de publication, c'est plus sûr en fait, parce qu'il faut au moins 10 à 15 essais pour que le test soit pertinent. Et en fait, souvent on est pris en défaut par le funnel plot. Mais c'est une très bonne remarque et on va aller dans ce sens-là. Merci. Eh bien, on peut remercier beaucoup Thibaut. Merci.